Roule avec Driver, un dimanche de plus, pas un dimanche de trop. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme et je suis avec mon pote Hugo à la technique. Yes, la forme, Driver. Ça va, on est là. Toujours content d'être là ce soir. Alors, aujourd'hui, le programme, comment vous expliquer? J'ai envie de vous dire que on me parle sur les réseaux sociaux. On me dit, oui, j'adore cette telle émission, mais ce serait bien que tu fasses aussi une émission sur ça, sur ci, sur ça. Je lis. Et il y a des choses que je note, je me dis oui, ça peut être intéressant. Donc on m'a beaucoup demandé une émission sur le Queensbridge, ce quartier de New York, et je me suis dit, ce serait bête de faire une émission que sur le Queensbridge, même si le Queensbridge a un son particulier. Je me suis dit, je vais faire une émission sur le Queens en général, qui est dans le quartier de New York, et en fait, il y a énormément de rappeurs mythiques, des gens très importants pour toute la culture. Donc je me suis dit, c'est le moment. Comme ça, ceux qui m'ont demandé une émission sur le Queensbridge seront contents parce qu'il y aura bien sûr des artistes du Queensbridge dedans. On peut pas parler du Queens sans le bridge. Donc voilà. Là maintenant, j'aimerais qu'on parle de deux artistes. Enfin, il y a un groupe et il y a un artiste solo qui sont très importants pour le Queens. On va commencer par les Run DMC. Run DMC, c'est mythique, ils font partie de ces premiers groupes de rap à faire le crossover. Je m'explique, ça veut dire à marcher en dehors du milieu du rap alors qu'on est dans les années 80. C'est-à-dire vraiment c'est les débuts du rap, les balbutiements et tout, et c'est peut-être le premier groupe star. On a fait des stars et c'est des gens qui ont eu énormément de succès, font partie des premiers à partir vraiment en tournée avec un bus, tout ça, ce qui était fou parce que là vraiment on est dans les débuts du rap et quand tu pars en tournée, bon t'as 2-3 dates qui se battent comme ça, prenez une voiture ou prenez le train ou voilà, vous vous débrouillez. Et là eux c'était vraiment la starification, mais il faut savoir que ce qui est très important, c'est que Run DMC, c'était donc 3 membres. Il y avait DJ Run, qui est aujourd'hui connu comme étant le révérend Run. Voilà, parce qu'il est devenu révérend. Et il a fait une télé-réalité et tout ça. Et il est père d'un rappeur, Diggy Simmons. Diggy Simmons, je crois qu'on dit. Ah ouais, donc voilà. Avec lui, il y a DMC. Donc Run DMC, c'est les deux personnages, les deux rappeurs du groupe. Et il y avait le regretté DJ Jamaster Jay, qui était donc super DJ et qui rappait aussi de temps en temps et qui a été assassiné malheureusement jusqu'à maintenant. On ne sait pas qui l'a vraiment tué, même si ils ont arrêté quelqu'un il y a pas longtemps. On ne sait pas si c'est vraiment lui, mais bon, bref. C'était ces 3 personnes-là et le truc très important, c'est que le manager du groupe était le frère, et toujours le frère de Run, du révérend Run. C'est Russell Simmons, le mec qui a créé Def Jam. Quand même. Def Jam, qui est un label qui existe encore aujourd'hui, qui a été créé dans les années 80. Donc, le label existe toujours, et voilà, c'est fou. Et lui, Russell Simmons, c'est quelqu'un qui, comme beaucoup de gens de cette époque-là, est tombé dans hip-hop, a essayé de rapper, hein, comme ça, tu dansais, bon, si t'avais accès à des platines, t'essayais de mixer, mais en tout cas, il a essayé de rapper, et s'est pas trouvé super bon. Je pense que des gens autour de lui ont dû lui dire, non, c'est pas ton truc, laisse ton frère. Et directement, il s'est penché vers le business, il s'est dit que tout le monde n'allait pas rapper, il fallait des gens pour créer une économie, pour créer un business autour de ça, et surtout pour sortir des disques. Et il devient d'abord manager de Run DMC. Run DMC signe un deal sur un label qui s'appelle Profile, à l'époque, qui a signé entre autres des mecs comme DJ Quick beaucoup plus tard. Mais voilà, en tout cas, il est d'abord manager de Run DMC et il apprend le business en étant manager. Et petit à petit, il comprend que il peut créer un label indépendant pour sortir de leur propre disque, et il montera Def Jam. C'est très important parce que l'autre artiste dont je vais vous parler, qui vient aussi du Queens et de la même partie du Queens que Run DMC, c'est-à-dire All Is Queens, c'est LL Cool J, qui devient la première signature rap de Def Jam. Ça veut dire voilà, Russell Simmons, qui est le frère de Run, DJ Run, révérend Run, comme vous voulez, il manage Run DMC et il produit LL Cool J. C'est juste incroyable en fait quand on voit ce que sont devenus ces artistes après. Donc voilà,
on peut pas parler du Queen sans parler de Russell Simmons parce qu'au niveau du business, il était très important. Et Def Jam, comme je dis, même si ça a été racheté par Universal, ça existe toujours aujourd'hui. Et voilà, tout ça, ça part de Russell Simmons. En tout cas, Run DMC, c'est des mecs qui sont à une époque où, voilà, ils font du rap hardcore. Et le truc le plus hardcore, la musique la plus hardcore qui existe à ce moment-là en parallèle du rap, c'est le rock. Et ils clament beaucoup le rock. Il y a beaucoup de guitare électrique dans leurs morceaux. Et ils ont un morceau mythique qui s'appelle The King of Rock. Et ils disent qu'ils prétendent être les rois du rock alors que ce sont des rappeurs. C'était complètement fou. Russell Simmons leur trouve un deal avec Adidas, ce qui était complètement dingue à l'époque. Ils font une chanson qui s'appelle My Adidas exprès pour, ils sont tout le temps habillés en Adidas, et du coup Adidas, tellement le groupe devient énorme, Adidas crée les Adidas Run DMC, qui devient un classique dans le ghetto, dans la pop culture, et jusqu'à maintenant ils les ressortent, ils font des rééditions fréquemment, et c'est complètement dingue. Et vraiment c'est la première fois qu'on voit dans le rap ces trucs de placement de produits. Ils font ce morceau, ce tube énorme avec Aerosmith, Walk This Way. Aerosmith, c'est un gros groupe de rock, eux c'est un gros groupe de rap. Souvent on oppose ces deux musiques, ils ont fait une chanson ensemble, Walk This Way. Et dans le clip, justement, on voit les deux musiques qui sont opposées. Il y a un mur qui les sépare, chacun fait son truc, chacun de son côté, et à un moment ils cassent le mur et ils se réunissent ensemble, ils terminent sur scène pour dire que ces deux musiques ils peuvent se mélanger. Et si vous regardez bien le clip, ils ont une petite chorégraphie comme ça, ils font des petits pas de danse, donc on filme leurs pieds, et on filme bien les Adidas qu'ils ont aux pieds, et ça c'est énorme pour Adidas, c'est énorme pour Run DMC, et voilà, là c'est la folie. Et ça c'est vraiment pour moi le début du business dans le rap, sans spécialement travestir sa musique, mais voilà, Adidas sent qu'il y a quelque chose à faire sur le rap, il mise sur Run DMC et ça marche, c'est un carton total, et Russell Simmons y est pour beaucoup. Donc ça, c'est juste légendaire. Ils auront beaucoup de succès, je pense à des morceaux mythiques comme Sucker MC, tout ça. Beaucoup de succès, à un moment, ils traversent le désert, comme on dit. Ça commence à moins marcher. Il y a d'autres rappeurs qui surgissent des mecs comme LL Cool J, justement dont je viens de parler, mais il y a aussi des mecs d'ailleurs, de Philadelphie, des mecs de la West Coast, notamment avec les NWA ou Ice-T, tout ça. Donc Run DMC à un moment ils traversent le désert, ça devient compliqué, et ils font un super retour. Moi, bon, ça peut paraître, avec les noms que je vais donner, ça peut paraître old school, mais en fait, ils sont aidés par la new school. En fait, il y a tellement de respect pour Run DMC. À un moment, ils se disent, OK, on est dans le début des années 90, ils se disent, il faut qu'on revienne jeune. Mais jeune pour le début des années 90. Hein. Du coup, ils invitent tous les groupes du moment, de Pete Rock et CL Smooth à Naughty by Nature, à EPMD et Onyx qui produisait, parce que c'est Jam Master Jay de Run DMC qui a produit Onyx. Tous ces gens-là, ils collaborent avec eux, Tribe Called Quest, ils collaborent avec eux, que ce soit pour faire de la musique ou alors pour faire des feats. Et en fait, l'album est juste magnifique, il s'appelle Down with the King, on va écouter un morceau juste après. Et ça les remet super bien, et ils sont repartis encore pour des grandes tournées et tout ça, et c'est énorme. Mais moi j'ai vraiment aimé le symbole en fait de OK, on est les anciens, vous nous respectez, les jeunes, aidez-nous. Et les jeunes sont venus vraiment en mode on est trop fiers et honorés de travailler avec vous, on est content que vous nous ayez appelés, et ils ont fait un album qui est juste magnifique, Down with the King. Donc voilà, Run DMC. Donc en parallèle, je vous disais All His Queens, c'est-à-dire vraiment la même partie du Queens. LL Cool J, très jeune, une énergie débordante, qui signe chez Def Jam. Donc Russell Simmons en est le patron. Il a monté le label avec Rick Rubin, un rocker. Donc ouais, il y avait vraiment un lien entre le rap et le rock au début. Et LL Cool J, c'est un mec qui a une énergie incroyable, qui a un look très spécial. Il est tout le temps en survêtement, le coq sportif. C'est cette marque française. Voilà. Et toujours Ken Gold sur la tête. Il a toujours quelque chose sur la tête. On n'a jamais vu vraiment ses cheveux. Juste tête sur les côtés. Et quand il enlève sa casquette ou son bob, il a le crâne rasé. Donc, on n'a jamais vu ses cheveux. Moi, personnellement, je les ai jamais vus. C'est une légende. Mais en tout cas, c'est un mec
LL Cool J pour Ladies Love Cool James. Donc il avait déjà ce rapport avec les filles ou ce rap de Playboy, mais en même temps il avait un côté hardcore. C'était un mec qui était capable de faire I Need Love, une des premières love songs dans le rap, ce qui a beaucoup déplu à une partie du rap américain, qui a reproché t'es un vendu, pourquoi tu fais des chansons d'amour. Au début le rap c'était très hardcore, mais derrière il pouvait te faire Rock the Bells, il pouvait te faire Radio, il pouvait te faire I'm Bad, des morceaux très hardcore, et notamment il est connu pour plusieurs battles. Mais le premier qui le fait rentrer dans la légende, son premier battle, c'est contre un mec légendaire de New York, Harlem, il me semble, qui est Kool Moe Dee. Et Kool Moe Dee, c'est un battle MC. C'est un mec qui lui-même est arrivé par le battle en clashant un mec qui était en place, qui s'appelait Buzzy B, le Chief Rocker Buzzy B, qui est un mec qui était un ambianceur en fait. C'est un mec qui était dans les clubs et qui avait un gimmick qui était bam diggy bang des bang des bang diggy diggy bam dig. Dès qu'il faisait ça, tout le monde criait, tout le monde devenait dingue, et c'est comme ça qu'il ambiançait les soirées. Sauf qu'un jour Kool Moe Dee s'est dit mais ça c'est pas du rap, ça en vérité, c'est juste un ambianceur. Et un jour il est monté sur scène, et c'était comme ça à l'époque, hein, les années 80, début des années 90. Il est monté sur scène alors qu'il y avait le Chief Rocker Buzzy B en train d'ambiancer. Et il a dit ouais, ce que tu fais c'est pas vraiment du rap. Moi je suis un rappeur et je vais te montrer comment ça se passe et tout. Et Kool Moe Dee, j'étais jeune, il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Treacherous Tree. Voilà, si je le prononce bien, je pense. Et il est monté, lui c'était vraiment un lyriciste, il écrivait, il avait des couplets, vraiment. Et à ce moment-là, les DJ, il a dit ok, c'est hip-hop, battle entre vous deux. Qui va fumer qui? Et malheureusement, Buzzy B, qui était aimé, il est venu, il a fait bam, des bang, des bang, des bang, des... Les gens ont crié, sauf que l'autre, il est venu avec un vrai couplet, un truc de battle, il a attaqué et tout. Et là, les gens se disent, ouh. Et ces gens-là, ils ont dit qu'il gagnant, Kool Moe Dee. Donc, Kool Moe Dee était connu pour ça. Et voilà, à un moment où LL Cool J a commencé à arriver avec des chansons d'amour aussi, Kool Moe Dee, il a commencé à dire qu'est-ce que c'est que ça, tout ça. Sauf que LL Cool J, ok, il faisait des chansons d'amour, mais quand il fallait partir en battle, c'était pas le dernier non plus. Donc un battle a commencé sur morceaux interposés, pas sur scène, mais c'est morceaux interposés, chacun sur leurs albums et tout. Chacun a commencé à attaquer l'autre, et c'était assez serré jusqu'à ce que LL Cool J fasse. Moi, il y avait un morceau qui s'appelle To The Breaker Down où LL Cool J commençait à prendre le dessus, mais vraiment il a fait le morceau mythique Mama Said Knock You Out, avec un clip où on le voit sur le ring comme ça, et avant de monter sur le ring, on voit la mère d'LL Cool J qui dit hey, tu me le fumes ce mec là. Tu me le fumes. Et là il monte sur le ring, il est énervé et tout, et ça veut dire si vous voyez le clip, bien sûr disponible sur YouTube, vous voyez quand il rappe le nombre de poussillons qui sortent de sa bouche, comment il crache, tu sens toute une haine, tout ça. Et là, en vérité, il termine Kool Moe Dee à ce moment-là. Tout le monde dit LL Cool J gagnant. Il va avoir plein de bifs, des bifs avec Ice-T, des bifs avec Cannibus, dont on a déjà parlé ici ou dans la sauce. C'est vraiment un mec qui a eu plein de battles tout au long de sa carrière et qui a à chaque fois répondu présent. Et moi, ce personnage, il m'a toujours amusé. Comment tu peux être là en train de faire des chansons d'amour, d'offrir des roses sur scène à des meufs et tout ça, et dès que on t'attaque, boum, tu te mets en mode hardcore, battle, et tu fumes des gens. Moi, il m'a toujours amusé. J'aime beaucoup le personnage. De toute façon, LL Cool J, c'est une légende pour moi. Avant Jay-Z, c'était le mec qui avait la carrière la plus longue au niveau de la longévité, c'était lui. Après, Jay-Z l'a dépassé. Et oui, mais il a eu le temps de faire 10 albums chez Def Jam. Et ce qui est fou, c'est qu'on lui avait promis, on lui a dit si tu fais 10 albums chez Def Jam, à la fin on te remet tes masters. Ça veut dire tes masters, c'est-à-dire que tu peux être producteur de tous les morceaux que t'as fait et faire des best-of et tout ça, machin. Il avait juste à faire 10 albums chez Def Jam et il les a fait. Donc en tout cas chez Def Jam, c'est la plus longue carrière, parce que Jay-Z à un moment était chez Def Jam, il a pas fait toute sa carrière chez Def Jam. Début de la carrière de Jay-Z était pas chez Def Jam. Le gros milieu, toute la période rock a fait là chez Def Jam, et après Rock Nation c'était plus chez Def Jam. Mais chez Def Jam, la longévité, c'est LL Cool J, qui a une super carrière et qui aujourd'hui est dans le cinéma, tranquille, il est dans des grosses séries policières. Donc voilà. Run DMC, LL Cool J, très important pour le Queens. Et surtout, ce qui est dingue, c'est qu'il représente All East Queens. Ça veut dire vraiment le même coin du Queens, dont vient par exemple quelqu'un comme Ja Rule, dont on parlera plus tard dans l'émission.
Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un MC légendaire pour le Queens, tristement célèbre. Bon, il a pas voulu ça comme ça, mais voilà, c'est MC Shan. Très important, un mec du Juice Crew. Le Juice Crew, c'est un groupe monté, chapeauté par Marley Marl. Marley Marl, en fait, c'est un DJ très important du début, enfin des années 80 et des années 90 aussi. C'est un des premiers mecs à faire des sons dans le Queens. Et ce mec-là, en fait, c'est vraiment un mec qui avait de l'influence parce qu'il bossait à la radio avec DJ Magic Mike, si je me trompe pas. Ils avaient une émission, et faut savoir que les émissions de radio, il y avait Cool DJ Red Alert, qui est un DJ du Bronx, qui jouait beaucoup de choses qui étaient très influents, et qui, dès qu'il avait des groupes du Bronx, il n'hésitait pas, il les jouait en étant fier. Et t'avais Marley Marl et Magic Mike qui, eux, représentaient le Queens. Donc dès qu'ils avaient des disques des mecs du Queens, ils les mettaient en avant. Donc c'était un peu ces guerres de DJ où le Bronx contre le Queens. Et Marley Marl, il avait ce rappeur, MC Shan. Il faisait des sons donc pour MC Shan. Et MC Shan, il était dans le Juice Crew. Il y a Roxanne chanté. Il y a un film sur cette rappeuse qui est sur Netflix en ce moment. Je vous invite à le voir. Qui raconte pas mal de choses sur cette période-là. Où on voit un as gamin qui rappe pour elle dans le quartier. Comme quoi elle était importante. Et on voit Marley Marl qui est vraiment en mode, il est chez lui. Il voit Roxanne chanter, passer. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Viens. Roxanne chanter, c'est une meuf qui fait que des battles dans la rue pour 50 balles. Je veux pas spoiler tout le film, mais il y a des trucs incroyables à ce niveau-là. Donc et Marley Marl, il l'appelle par la fenêtre, il dit vas-y viens poser à la maison. Tu vois, il avait son studio chez lui avec tu sais les petits cartons pour les œufs là. Il collait ça contre le mur, vraiment home studio fabriqué et tout, un mauvais micro. Et aujourd'hui, si vous écoutez des enregistrements, des disques qui sont sortis de Big Daddy Kane ou je sais pas quoi, Biz Markie et tout, des mecs du Juice Crew, vous entendez les prises de voix, si vous avez l'oreille, vous entendez que c'est mal enregistré, mais parce qu'il a un sale micro, la pièce elle est chez lui, c'est mal à sonoriser, tout ça, mais on s'en foutait, les mecs ils kickaient de ouf. Donc voilà. Pour revenir donc à ce MC Shan, c'est un mec de Queensbridge, donc il se dit, on va faire un morceau qui s'appelle The Bridge. Vraiment pour parler du quartier. Et dans le morceau, il dit, je vais vous raconter une histoire qui a commencé ici. Et la phrase d'après, il dit, hip-hop. Donc, en gros, KRS-One et BDP, son groupe, le Boogie Down Production, écoutent cette chanson. Et eux, ils en déduisent que il est en train de dire que le hip-hop a commencé dans le Queens. Alors que tout le monde sait qu'il a commencé dans le Bronx. Donc, ok. C'est là qu'ils se disent, on est obligé de partir en guerre contre ces mecs-là. MC Shan et Marley Marl, c'est des menteurs. Ils sont en train d'essayer de changer l'histoire et dire que l'histoire a commencé dans le Queens. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un morceau, comme le morceau d'MC Shan s'appelle The Bridge. Eux, ils font un morceau, le BDP, qui s'appelle South Bronx. Pour répondre. Un super morceau d'ailleurs et tout, qu'on ne passera pas parce que c'est pas une spéciale Bronx. Mais l'histoire est importante. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils amènent ce morceau à Cool DJ Red Alert, qui est le DJ du Bronx. Ils amènent le morceau et ils disent, voilà, Red Alert, faut que tu nous joues, on est du Bronx comme toi. Et surtout, on répond à ces menteurs du Queensbridge qui disent que le rap a commencé là-bas. Mais le morceau The Bridge de MC Shan, il prend de ouf dans la communauté, tout le monde adore le morceau et tout. Et MC Shan, c'est un playboy un peu à ce moment-là. Les meufs, elles l'adorent et tout ça, machin. Et Red Alert, il se dit, lui, la première fois qu'il écoute le morceau South Bronx, il écoute, il dit, mais c'est de la merde. Même si on est du même quartier, je peux pas jouer votre morceau. Eux, ils disent, non, tu peux pas dire que c'est de la merde, c'est pas vrai, on a mis nos tripes dedans et tout. Après, bon, Red Alert, il dit, je vais le tester. Je vais le jouer une fois. Moi, j'y crois pas. Mais je vais le jouer une fois et on voit ce que les gens disent. Il l'a joué une fois. Les gens appelaient au téléphone. À l'époque, c'était les téléphones, c'était pas les mails, les textos, tout ça. Au téléphone, ils disaient, oh, ça tire, remets-le. Et quand il a vu ça, Red Alert, il a dit, ok, bon, je vais le rejouer. Et ils ont fait une version spéciale où Red Alert vient faire une petite voix. Il avait un gimmick, c'était yeah. Dès qu'il faisait des émissions de radio, il faisait ça. Donc il a rajouté ça sur le morceau et tout d'un coup il était fier du morceau. Tout d'un coup il le trouvait bien. Et il a matraqué. Et là tous les gens du Bronx étaient fiers et se sont dit
ok, nous, on est derrière BDP, c'est eux qui nous représentent, c'est le Bronx. Et à un moment, que ces mecs du Queens, ils aillent se faire enculer, ils sont en train de mentir, le hip-hop, il est né chez nous, c'est Kool Herc, c'est la première block party, c'était dans le Bronx. Ok. Mais bien sûr, l'autre MC Shan, il est vénère, il dit mais c'est qui ces mecs-là? Qu'est-ce qui viennent me faire chier? Et il dit à Marley Marl, on retourne en studio, on fait la réponse. Et là, il fait un morceau qui s'appelle Kill That Noise. C'est genre rien à foutre de ce bruit, et c'est de la merde, c'est que du bruit. Voilà. Et en fait, ils reprennent le refrain où eux ils disent South Bronx, South Bronx. Lui derrière dit Kill That Noise. Genre c'est de la merde. Et c'est vraiment le Queens contre le Bronx. Là ça va plus loin que deux rappeurs qui s'affrontent. C'est vraiment deux quartiers de New York. Et à ce moment-là, donc Marley Marl, il joue ce morceau en boucle dans son émission. Et c'est là que du coup Red Alert, DJ du Bronx, l'a dit, oh les mecs, on peut pas rester comme ça. Faut que vous fassiez une réponse à Kill That Noise et tout ça, mais une fois pour toutes, faut qu'il y ait même plus de débat. KRS-One, qui est un mec d'origine jamaïcaine, qui a la culture du clash, parce qu'il faut savoir que le clash, ça vient du reggae dancehall. C'est pas un truc qui est naturellement venu dans le rap, c'est arrivé après. D'abord, c'était les battles de danse, tout ça, mais des mecs comme Kool Herc, qui est donc le premier DJ hip-hop, c'est un Jamaïcain. Donc tu vois, mettre ces trucs, faire des blocs parties, c'est très jamaïcain ça. C'est un truc de soleil en vrai. On sort les enceintes et tout ça. Donc KRS-One d'origine jamaïcaine, c'est un mec qui mêlait d'ailleurs le reggae et le rap, il mélangeait tout ça. Lui avait cette culture du clash et s'est dit ok, là je vais le terminer. Et il a fait le mythique morceau qui s'appelle The Bridge Is Over. C'est-à-dire le bridge, c'est le pont, hein. Quand ils disent Queensbridge, c'est le pont du Queens. C'est le quartier qui est autour du pont du Queens. Et lui, il a dit le pont, il est cassé. Parce que je l'ai fracturé. Et là, il fait un morceau incroyable. Et il rajoute des noms. Il met Marley Marl dedans. Il met Roxane Chanté, cette fameuse rappeuse dont je vous parlais. Et il la met dedans. Il met leur nom, le nom de tous ces mecs qui sont un peu du Queens et qui sont dans le Juice Crew. Parce que dans le Juice Crew, il y a des mecs comme Big Daddy Kane, qui vient de Brooklyn, il y a des mecs comme Biz Markie qui vient de Manhattan, tout ça. Mais lui, il met tous les gens du Juice Crew qui viennent du Queens pour dire vous êtes des menteurs et tout. Et là, il les tue. Et là où il a été très malin, c'est qu'il dédicace tous les quartiers de New York en disant tel quartier, ça c'est bien, tel quartier, ça c'est bien. Queens, c'est de la merde. Et là vraiment, moi, je sais pas si elle est trouvable sur YouTube, cette vidéo, mais il y a une image où ils font un concert dans le Bronx. C'est même pas sûr que c'est dans le Bronx, mais en tout cas, c'est à New York. Et ils jouent ce morceau. Là, j'en parle, j'ai des frissons. Parce que je revois les images, en fait. Tout le monde saute partout. C'est-à-dire, là, tu comprends que MC Shan n'y reviendra plus jamais. Il peut refaire un morceau s'il veut derrière, mais c'est mort. Et au final, ils l'ont même pas fait. Il a même pas fait d'autres morceaux. Marley Marl dit, calme le jeu, là, c'est chaud. Là, c'est compliqué. Et là, c'était victoire de BDP, victoire du Bronx, tout ça. C'est pour ça que j'ai dit, MC Shan, il est tristement célèbre, alors qu'à la base, c'est un bon rappeur. Et ce qui est fou, c'est que donc, longtemps après, pour un DVD, une série de DVD qui s'appelle Beef, qui sont chapeautés par un mec qui s'appelle QD Free, qui est un beatmaker à la base, qui a fait des classiques de la West Coast comme To Live and Die in LA pour Machiavelli, Tupac. Il a fait Ghetto Bird pour Ice Cube. Il a fait You Know How We Do It pour Ice Cube. Il a fait des trucs pour Loonies, tout ça. Et surtout, c'est le fils de Quincy Jones, célèbre producteur de Michael Jackson. Ce mec-là, un jour, il se réveille, il a une idée, il dit non, mais dans le rap, il y a eu plein de bifs légendaires, plein de clashs. Je vais faire un DVD documentaire que sur ça. Je vais aller voir les mecs et je vais parler avec tous ces mecs-là. Et il y a eu au moins 3 ou 4 volumes. Et il pourrait continuer aujourd'hui en vrai, hein. Tellement il y aura toujours des bifs, des clashs en fait. Et ils sont légendaires. Et dans le premier volume, il parle de ce battle-là entre MC Shan et KRS-One. Et ce qui est dingue, c'est que depuis, ils ont fait la paix, ils sont devenus amis. Mais du coup, ils ont parlé maintenant à froid. Et MC Shan, il dit, moi, j'ai jamais dit que le hip-hop était né dans le Queens. Il dit, moi, je vais vous raconter une histoire qui commence ici, la mienne, mon histoire, et la phrase d'après, je dis hip-hop. Et voilà, je parle, la phrase d'après, elle a rien à voir avec la première. Et il dit, KRS-One, il a sauté sur moi. Pour moi, il a vu une occasion de se faire du buzz. Et KRS-One, il dit, non, moi, c'est pas une occasion de faire du buzz, même si ça a marché et que je me suis rendu compte que Red Alert nous a joué grâce à ça. Mais il dit, moi, c'est vraiment, j'entends que tu dis que le hip-hop est né là. Et après, ils disent, bon, bref, c'est pas grave, en tout cas, merci. Comme deux boxeurs qui se congratulent à la fin, qui se prennent dans les bras.
merci de m'avoir donné cette opportunité de faire ce battle. Bon, ma carrière elle a commencé grâce à ça et machin et voilà, et c'était cool. Et ce qui est marrant dans ce DVD, c'est que par contre, il raconte sa première rencontre avec Roxanne Chanté. Donc dans le morceau The Bridge is Over, KRS-One, il cite Roxanne Chanté en disant que c'est de la merde et tout ça. Et il dit un jour, il était à la banque, comme monsieur tout le monde, et il sort de la banque, voilà, et tombe sur Roxanne Chanté qui vient, qui le critique. Pourquoi t'as mis mon nom? Pourquoi tu parles de moi? T'es malade ou quoi? Roxanne Chanté, c'est quelqu'un qui en a rien à foutre. Si vous allez sur Netflix voir le film sur Roxanne Chanté, vous verrez que c'est quelqu'un qui a toujours une grande gueule, qui en a rien à foutre de tout. Donc elle a embrouillé KRS-One en sortant de la banque, et KRS-One il dit, je suis resté bouche bée. Je savais même pas quoi lui répondre. Et il dit, c'était ça, Roxanne Chanté. Mais en tout cas, voilà, tout ce beau monde est devenu amis aujourd'hui. Ils sont retrouvés sur scène ensemble et tout ça. Mais voilà. MC Shan est tristement célèbre pour ça. C'est un mec qui aurait pu avoir une grande carrière, qui aurait pu être à l'El Cool J, parce que vraiment les meufs l'adoraient. Et finalement, KRS-One avec BDP ont brisé sa carrière. Donc voilà. Mais en tout cas, très important, Marley Marl dans le Queens, le Juice Crew, incroyable. Même si je vous l'ai dit, il n'y avait pas que des gens du Queens. En tout cas, pour ceux qui étaient du Queens, des gens comme Roxanne Chanté, des gens comme MC Shan, c'était juste magnifique. Un jour, ce serait bien de faire une spéciale Juice Crew, je sais pas. Mais en tout cas, dans le Queens et dans le Juice Crew, il y avait un mec qui était très important et qui finalement a influencé des mecs comme Nas. C'est Kool J Rap. Il avait un binôme avec son DJ qui était Kool J Rap et DJ Polo, et c'est peut-être le premier gangsta rappeur de New York. C'est un mec qui avait toutes les caractéristiques du rap new-yorkais, la technique, l'ego trip et tout, mais racontait aussi des histoires de gangsters. Et je pense qu'à New York, il y avait à Philadelphie un mec, Schooly D, qui avait commencé à faire ça avant. Lui, il parlait même carrément de gang. Beaucoup de gens disent que c'est lui le premier à avoir fait du gangsta rap, même avant la West Coast. C'est Schooly D, ça c'est à Philadelphie, East Coast. Mais à New York, c'est venu après Schooly D, et c'est Kool J Rap. Il avait vraiment des histoires de gangsters. Et voilà, il faisait partie de ce fameux crew, le Juice Crew. Marley Marl aux manettes, et MC Shan, Master Ace, Craig G, tout ça. Énormément de monde. Maintenant, nous allons parler de quelqu'un que j'ai beaucoup... J'en ai beaucoup parlé dans des polémiques par rapport à ma rencontre avec ce mec-là. C'est Nas. Mais je tiens à dire que Nas... Je vais pas encore raconter l'histoire 10 000 fois, j'ai raconté 10 000 fois. Elle est trouvable sur Spotify, Deezer, tout ça. Je sais pas dans quelle émission de la sauce, mais j'ai raconté plusieurs fois. Mais faut savoir que Nas, moi, je le rencontre tard dans sa carrière. Quand je le rencontre, il doit avoir 4 ou 5 albums, un truc comme ça. C'est déjà Nas, c'est une star, c'est quelqu'un qui est installé, tout ça. Moi, j'adore sa musique, je suis fan de sa musique. Donc moi, quand je parle de lui en mal, c'est plus... j'ai rencontré le personnage et je suis déçu par rapport au personnage, par rapport à sa musique. Mais ça n'enlève rien à son talent, rien à sa musique. Voilà. Maintenant, en l'ayant rencontré à ce stade-là de sa carrière, j'ai eu du mal à l'écouter après ma rencontre. Donc voilà. De toute façon, après ma rencontre, je crois qu'il a sorti 2 albums, un avec Damian Marley et un solo là, du truc où il y a le morceau sur sa fille là. J'ai oublié le titre de l'album. Mais bon, c'est vraiment la preuve que je l'ai pas écouté. Voilà. Mais en tout cas, c'est un rappeur plus que talentueux. Je pense que si on fait un top 10, voire un top 5, son nom reviendra souvent, et à juste titre. Il y a un surdoué du rap, mais du rap tout court, j'allais dire américain, mais c'est surdoué du rap. Et donc aujourd'hui, je suis pas dans la polémique, parler de ma rencontre avec lui, on s'en fout. Je suis là pour parler de sa musique, donc qui est de la grande musique, et de l'impact qu'il a eu sur le Queens, sur New York, et sur les États-Unis, et sur la France. Parce que ce mec, avec un autre groupe dont on parlera, vous imaginez très bien de qui je vais parler, a eu énormément d'impact sur la France. Mais j'aimerais commencer par le commencement. D'abord, il y a un groupe qui est très important dans le Queens, qui s'appelle Main Source, avec un rappeur qui s'appelle Large Professor, qui est un rappeur et beatmaker. Faut savoir un truc, c'est que voilà, ce mec-là, il est jeune, c'est un surdoué du beatmaking. Eric B. and Rakim, légendaire dans le rap américain, ils appellent ce mec-là pour faire tout un album. Sauf que celui qui est crédité, ça veut dire, c'est
Eric B, tout le monde pense que Eric B, comme c'est le DJ de Rakim, c'est lui qui fait les musiques. Alors qu'en vérité, c'est ce jeune large professeur, mais qui est juste trop content de faire un truc sur lequel Rakim va rapper. Rakim, c'est une légende. Jusqu'à maintenant, tu vois, à New York, tu dis Rakim, les gens, ils sont là, respect, voilà. Et voilà, large professeur, c'est ça. Et il monte son groupe, où lui-même rappe, avec deux autres DJ qui viennent du Canada. C'est juste ça, j'ai jamais compris cette connexion, mais c'est les Canadiens qui sont venus habiter à New York, du coup. Et lui, il est rappeur et beatmaker, mais de talent. Les deux, il les fait très bien. Et ce mec-là, à un moment, il fait un morceau pour l'album de Main Source, qui s'appelle Live at the Barbecue, qu'on va écouter tout à l'heure. Et en fait, c'est un morceau, c'est vraiment un grand freestyle avec des rappeurs dont on n'a plus jamais entendu parler. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Fatal MC, ou MC Fatal, je sais plus dans quel sens. Rien à voir avec le Fatal Bazooka. Voilà. Et, sur ce morceau, il invite un jeune rappeur du Queens. Tout le monde trouve talentueux, qui est très jeune. C'est Nas. Et, vraiment, ils se disent, oh, lui, il ira loin. Large professeur dit ça. Il l'invite direct sur son album. Il est inconnu. Et il fait un couplet de feu. Et brûle le truc. Ça veut dire tout le monde dit, mais c'est qui ce petit? Il est vraiment très chaud, il est vraiment très fou. Et c'est un mec, on sent déjà qu'il a une plume, il sent déjà qu'il a un flow de malade, et il raconte des choses. Après ça, il réapparaît sur un freestyle. Ça y est, c'était devenu le truc. Allez, on l'invite sur les freestyles d'un rappeur important de New York qui s'appelle MC Search, qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait Third Base. Et le groupe se sépare, il fait son album solo. Et il a un morceau qui s'appelle Back to the Grill Again, où il y a Chubb Rock dessus, qui est un mec qui était un peu Biggie avant Biggie, sans le côté gangsta. Et il invite Nas, qui fait encore un couplet de feu. Nas, le nom de Nas est en train de monter dans New York. Il y a une bande originale de film qui s'appelle Zebrahead. Nas fait un morceau qui s'appelle Halftime dedans. Tout le monde dit wow. Là, il est là sur 3 couplets. C'est plus juste un couplet au milieu d'autres rappeurs. Là, il fait 3 couplets. Là, les gens disent non, mais il a vraiment une plume. Il écrit bien. Et il est tout jeune. Hein. Tout le monde dit putain, il écrit comme un daron, le mec. C'est bizarre. Et il arrive à avoir un deal chez Columbia Sony. Et là, je crois que c'est le premier mec à faire un album avec plein de beatmakers différents. À l'époque, on est vraiment dans un truc où il y a un son, tu bosses avec un mec, il est presque dans ton groupe, en vrai, hein, et lui, il va voir, donc Large Professeur, qui est le premier mec qui lui a tendu la perche, qui lui fait des sons, il va voir Pete Rock, qui est à la mode à ce moment-là, il va voir DJ Premier, qui est à la mode à ce moment-là, il bosse avec LIS, il bosse... C'est un album 10 titres. Je crois que personne fait 2 morceaux. Il y a que DJ Premier qui a 2 morceaux. Tous les autres, ils font un morceau. Ça veut dire, on va vraiment chercher le meilleur de celui-là, le meilleur de ce beatmaker, tout ça. Et c'est un all-star de beatmaker East Coast qui sont sur ce premier album qui sera Illmatic, classique, qui est son album le plus classique, qui a été classé dans la sauce numéro 2, mais que j'aurais mis numéro 1 quand même. Mais voilà, il a un all-star de producteur et lui, il est au top de son game, il rappe de feu et cet album sort. Alors c'est pas le genre d'album où il y a le tube pour aller danser ou quoi. Donc c'est pas un album qui réussit dans les chiffres tout de suite, mais en tout cas au niveau de la critique, tout le monde dit que c'est ce qui se fait de mieux, c'est incroyable et bien sûr avec son deuxième album qui cartonnera, les gens vont se pencher sur le premier et le premier va du coup monter, il va vendre énormément et c'est souvent comme ça quand t'as un succès commercial. Après, on revient chercher ce que t'as fait avant et de toute façon, la critique a tellement dit que c'était un bijou et à juste titre, c'est vraiment un très grand album. Comment c'est écrit, son écriture, sa maturité, son flow, il y a vraiment le fond et la forme et Illmatic, c'est un tournant déjà dans le Queens. Mais dans New York même, beaucoup de gens diront que sans Illmatic, il n'y a pas Ready to Die de Biggie. Il n'y a peut-être pas Reasonable Doubt de Jay-Z aussi. Même si ils ont ramené un côté Brooklyn, là où Nas, il était vraiment dans je décris le ghetto, ses difficultés, et voilà, et là où un Biggie ou un Jay-Z, ils ont décrit le ghetto et les difficultés, mais à côté, ils disaient, moi, quand je vais en soirée, je prends tant de bouteilles de champagne, je suis habillé comme un Mac, j'ai de l'argent. Ils ont ramené ce côté qui était très Brooklyn et Harlem aussi, ce côté on aime briller et tout, là où Nas, dans le Queens, eux, ils disaient juste, ça va pas. Voilà. Mais ce côté, ça va pas, cette façon d'écrire,
c'est un tournant. C'est ce qui, je dis pas, il a peut-être pas directement une influence sur la musique de Biggie ou Jay-Z, mais en tout cas, comme ils disent là-bas, you pave the way. Il crée un chemin pour qu'on accepte ces albums-là plus facilement. Et au final, ce qui est fou, c'est que Nas, dans son deuxième et troisième album, il rajoutera ce que Biggie et Jay-Z ont. Ça veut dire ce côté un peu flashy, notamment sur le troisième album où il fait le morceau Hate Me Now avec Puff Daddy, où ils sont là en boîte, il est avec une fourrure incroyable, ils sont en train de boire du champagne et de le recracher comme ça dans le clip et tout. Et je me rappelle, Nas avait subi des critiques. Pourquoi tu te colles à Puff Daddy? Pourquoi tu craches du champagne avec lui? Pourquoi t'es habillé comme ça et tout? En fait, Nas était tout simplement en train d'évoluer, et ce style qu'on appelait le Big Willie style, ça veut dire vraiment être habillé comme les bandits noirs des années 70-80. Nas avait envie de rentrer dedans aussi, voilà, pourquoi pas en fait. Et sur son deuxième album, il y a un morceau comme If I Rule the World où il est vraiment là toujours avec sa plume en train de d'écrire les difficultés de la vie et tout, mais là il a cherché le tube, il a cherché Trackmasters qui sont des producteurs de l'époque qui font beaucoup de tubes, et à un moment il s'est dit ok, Illmatic, tout le monde dit que c'est bien, mais ça m'a pas ramené spécialement le chiffre. Là, sur mon deuxième album, faut que ça marche. Donc il s'est donné les moyens, et avec If I Rule the World, avec Lauryn Hill de Fugees qui fait le refrain, là, il atteint le truc, et il vend énormément d'albums sur celui-là. Je pense que c'est sa plus grosse vente, ouais, c'est même sûr. Le deuxième album, It Was Written, c'est son album qui a le plus marché. Et voilà, et tout doucement, il intègre un peu ce truc de player, de Big Willie style qu'ont les mecs de Brooklyn. Mais en tout cas, ce truc où on va parler de la rue avec des belles images, des images fortes. On va écouter tout à l'heure un morceau qui s'appelle New York State of Mind, où il dit la fameuse phrase I never sleep because sleep is cousin of death. Je dors jamais parce que dormir c'est le cousin de la mort. Et le mec, je sais pas, il a 18 ans, 19 ans quand il écrit ça. C'est la folie. Et voilà, Nas, c'est un lyriciste, c'est ce qu'on appelle un lyriciste. Et en fait, il remet ça au goût du jour, il change le jeu à New York. Tous les gens se disent ok, on va pas faire que de l'ego trip, on va aussi raconter le ghetto, mais on va écrire pour de vrai et tout ça. Et Nas, il a relancé ça. Je dis pas que ça a jamais existé, mais en tout cas, il a remis ça au goût du jour. Donc c'est dans ce sens-là où ce mec est très 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 important. Voilà. Ensuite, il a une carrière qui commence à tomber avec l'album Nostradamus, qui sont quatrième album si je me trompe pas, où vraiment cet album-là, moi je suis à ce moment-là, moi je suis vraiment fan de Nas. Illmatic, It Was Written, I Am. Moi, I Am, ça commence déjà un peu à tomber, mais il y a quand même à manger dedans. Et vraiment quand il y a Nostradamus, je me dis wow, on est en train de le perdre. Là, l'album il est pas terrible et tout, je suis déçu. Mais c'est Nas quand même, je veux y croire, je veux suivre. Et en fait, il a sa petite traversée du désert, et surtout à ce moment-là, Jay-Z est en train de prendre le game. Biggie l'avait déjà pris avant, mais Biggie meurt. Jay-Z prend le game, il devient le roi de New York. N'en déplaise à certains, parce qu'il y a quand même les fans de Nas qui disent non, Nas est meilleur que Jay-Z et tout ça, machin. Et puis arrive le beef entre Nas et Jay-Z. Alors, il y a plusieurs versions. Il y a des gens qui disent c'est des histoires de meufs. Il y a des gens qui disent que Jay-Z il a demandé Nas en feat et Nas il l'a fait galérer. Donc Jay-Z a dit ok bon vas-y, manque de respect, je vais l'attaquer. Il y a même Fizz Blick, qui est un rappeur produit par Jay-Z, qui dit que c'est lui qui a commencé ce beef et qu'à un moment Jay-Z lui a dit non, pousse-toi, vas-y, je vais prendre tes patins parce que tu seras pas à la hauteur. Nas est quand même fort, tout ça. Donc il y a plusieurs versions sur cette histoire, mais en tout cas Jay-Z un jour il attaque Nas avec le morceau Take Over, et il le fait dans un concert mythique qui a lieu tous les ans, qui est le Summer Jam, qui a lieu dans le stade des Yankees ou alors des Giants, je sais plus, mais bref, une grosse enceinte de baseball ou de football américain. Et c'est genre l'événement à New York chaque année, et souvent c'est là que les mecs viennent régler leur compte, comme ils savent que tout le monde va voir, ils viennent, ils font leur truc. Donc c'est là Jay-Z sortait Blueprint, qui allait sortir le triste 11 septembre 2001, voilà. Et donc juste avant que ça sorte, il fait ce concert où il fait le morceau Take Over, où il attaque Mobb Deep et Nas avec écran géant, où il ridiculise Mobb Deep en montrant Prodigy, Rest in Peace, en ballerine, parce qu'il faisait de la danse classique, tout ça, et il montre ça, et il attaque aussi Nas sur un couplet. Et voilà. Et beaucoup de gens pensent que la réponse de Nas, qui est Eater, et qui est un très gros morceau, pense qu'elle arrive comme ça vite fait et que Nas y règle directement de Jay-Z, mais il faut savoir que non, ça se passe pas comme ça.
Nas, il envoie, c'est l'époque, la grande époque des mixtapes à New York, cassettes et CD. Les CD commencent à arriver aussi en mixtape et il fait plusieurs morceaux où il attaque Jay-Z et à chaque fois, coup d'épée dans l'eau, c'est jamais à la hauteur. C'est jamais à la hauteur. Tout le monde se dit non mais Nas il est foutu en fait. Tout le monde se dit en plus son dernier album en date il est pas terrible. Les réponses qu'il fait à Jay-Z elles sont pas terribles. Entre temps il y a les gars de Rockefeller qui montent aussi sur le beef, notamment Cameron qui avait sorti une phrase horrible en disant Nas je kidnappe tes enfants et je les donne à R. Kelly. Après ça c'était vraiment Cameron, c'était vraiment asshole rap, comme on dit, rap de trou du cul. Quand je dis rap de trou du cul, c'est pas à la française, c'est il peut aller très loin parce que c'est un mec horrible. C'est vraiment ça. Et cette phrase là moi m'a fait choquer, j'ai dit mais il est ouf. Et voilà. Donc Nas il en prend plein la gueule vraiment. Et ça dure des mois et des mois et des mois. Finalement, il prépare son album qui s'appelle Stillmatic, qui a un écho à Illmatic pour dire ok, je me suis manqué sur mon dernier album, mais là je vais revenir au basique. Illmatic, vous avez tous aimé, c'est mon classique. Je vais essayer de refaire un classique dessus. Bon, moi je trouve que c'est toujours une mauvaise idée de prendre le nom de ton classique et de vouloir refaire. Il n'est pas à la hauteur de Illmatic, mais c'est un bon retour. Il y a vraiment des bons morceaux dedans. Et là, il fait donc le fameux morceau Eater où il sample la voix de Tupac qui dit fuck Jay-Z. C'est un morceau qui s'appelle Friends et dessus il rappe, il reprend les gimmicks de Jay-Z qui I will not lose, je perdrai pas. Et il reprend ça en refrain et il lui explique pourquoi il va perdre et tout ça. Et vraiment le morceau est trop. Et moi je suis à New York en fait au moment où l'album de Nas, Stillmatic sort et il y a toute la hype sur la réponse de Nas et vraiment on sentait à ce moment-là que Jay-Z était le roi de New York, mais qu'il y a plein de gens qui voulaient pas qu'il soit le roi de New York, parce que pour eux, c'était encore Biggie, même s'il était mort. Donc ils disaient, ah non, il a pris la place vacante, mais Biggie, son esprit est toujours là et tout ça. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui trouvaient que Nas était un meilleur lyriciste que Jay-Z. Moi, personnellement, je trouve que les deux sont des grands lyricistes et qui font pas la même chose, en fait. Jay-Z, il a vraiment ce côté de rap champagne, cette flambe et tout, là où Nas, il est vraiment, je décris le ghetto et tout, machin. Mais les deux sont très forts et avoir un battle sur deux mecs très forts, c'était dingue, en fait. Et pour moi, Jay-Z, il a relancé Nas, en vrai. En faisant ça, il a réveillé Nas. Quand il fait le morceau Eater, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Nas à ce niveau-là. Le premier single de l'album, c'est Got Yourself a Gun, qui est un morceau incroyable où Nas est en pleine forme et tout ça, et vraiment. Et en fait, le beef il continue après ce morceau. Jay-Z il répond avec un morceau qui s'appelle Super Ugly, qui sur la East Coast, les gens ont dit non, t'as été trop loin, Jay-Z t'as été trop loin. Même la mère de Jay-Z elle lui dit non, t'arrêtes ça, tu retires ça, là t'as été trop loin. Parce qu'à un moment, en fait, l'histoire c'est que Jay-Z a eu des relations sexuelles avec la meuf de Nas de l'époque, avec qui Nas a eu un enfant. Et dans le morceau, Jay-Z il a dit ouais, de toute façon moi j'ai fourré ta meuf dans la voiture de ta meuf et j'ai éjaculé sur le siège bébé. Et le siège bébé c'est l'enfant de Nas en fait, voilà. Et c'est là où à New York tout le monde s'est indigné, mais il a été trop loin et tout, hein. Alors que sur la West Coast, qui sont des grands spécialistes de les clashs et on va jusqu'à la mort, on le sait avec des mecs comme Tupac qui allait super loin là-dedans, ou même The Game aujourd'hui qui va très loin. Sur la West Coast, ils trouvaient ça super. Ils disaient, oh, il l'a tué, tout ça. Sur la East Coast, les gens disaient, non, t'as été trop loin. Et en fait, à partir du moment où la mère de Jay-Z a dit à Jay-Z, non, là, t'as été trop loin, Jay-Z n'a pas défendu plus que ça le morceau. Et il a arrêté. Même si, dans Blueprint 2, il y avait toujours des petites piqûres sur des morceaux comme ça. Mais, dans des morceaux purs et durs où ils s'affrontaient, ils ont arrêté. Et à ce moment-là, les gens ont déclaré Nas vainqueur. Et ça lui a donné un élan. Il a sorti The Godson, l'album d'après, qui était magnifique aussi. Et moi, je pense que Stillmatic et Godson, où il revient bien, c'est vraiment lié à ce beef qu'il a avec Jay-Z et qui le remettent bien. Et finalement, quand le beef, il s'éteint, je trouve que Nas, il retombe dans ses travers. Il fait un album qui s'appelle Untitled, qui devait s'appeler Slave, que je trouve horrible, moi, personnellement. Après, il y aura toujours des gens pour défendre, mais en tout cas, l'album, il se casse la gueule. Il retombe. Ça y est, il n'y a plus de bif, il a plus le feu, en fait. Et ce qui va le relancer, c'est encore une fois Jay-Z. Jay-Z, qui devient patron de Def Jam, fait la paix avec Nas et le signe chez Def Jam. Et ce qui est dingue, là, je vous dis ça comme ça parce que tout le monde est au courant, mais comment ça a été amené, c'est dingue. Ça veut dire que Jay-Z n'avait plus parlé de Nas depuis un moment.
les gens avaient plutôt déclaré Nas vainqueur. Et un jour, Jay-Z dit, je fais une tournée. Et la tournée, elle s'appelle I Declare War, je déclare la guerre. Tout le monde se dit, oh là là, il est reparti. Il va casser les couilles à Nas et tout, machin. Et en fait, dès la première date de la tournée, il fait son morceau qui est Dead President, tiré du premier album de Jay-Z, Reasonable Doubt. Et en fait, le refrain de Dead President, c'est la voix de Nas qui est samplée. Et en fait, au moment où il fait ce morceau, Nas il déboule sur scène pour faire le refrain et on les voit tous les deux comme ça ensemble et tout le monde est choqué, tout le monde crie, les mecs ont fait la paix secrètement et Jay-Z, grand businessman, l'a dit on va pas faire la paix bêtement comme ça, on va orchestrer le truc sur scène. Et là la tournée, tout le monde disait je déclare la guerre, tout le monde pensait qu'il allait l'attaquer. Non, il avait fait la paix et donc plus tard il signe carrément Nas sur Def Jam et il sort l'album Hip Hop Is Dead. Où il y a des bons morceaux, je trouve pas que c'est un album excellent mais il y a des bons morceaux, mais surtout un morceau Nas featuring Jay-Z et Black Republican. Moi personnellement j'ai pas trouvé le morceau extraordinaire par rapport aux deux grands rappeurs que sont ces mecs là. Je trouve qu'à chaque fois qu'ils sont retrouvés ensemble ça va pas donner des grands morceaux, mais bon ce n'est que mon avis. Et en tout cas voilà, Nas est reparti. Après il y a des gens comme Fat Joe qui lui ont dit non Nas tu peux pas, en signant chez Def Jam de Jay-Z t'as perdu le battle. Il a gagné la guerre. Toi, t'avais gagné la bataille, mais lui, il a gagné la guerre. T'aurais pas dû faire ça et tout. Après, Nas, il s'en fout. Il a besoin d'argent, d'exposition. Il y va et tout. Et pour la petite histoire, aujourd'hui, Fat Joe, il est managé par Roc Nation, par Jay-Z. Donc, voilà. Donc, voilà. En tout cas, le truc qui est fou après avec ce battle, c'est que les gens en ont parlé pendant des années. Et finalement, quand on en reparle aujourd'hui, c'est moins évident qu'à l'époque. Les gens, à l'époque, disaient Nas a gagné. Aujourd'hui, quand on fait des interviews de plusieurs rappeurs, il y a plein de gens qui disent non, moi je trouve que Jay-Z a gagné. Alors, il y en a qui citent le mouvement, le fait d'avoir signé d'avoir signé Nas sur Def Jam. Les gens disent ouais, en faisant ça, il a un peu soumis quelque part. Et il y a des gens qui disent non, moi je préfère le morceau Takeover de Jay-Z que celui de Nas. En disant, en clash pur, Nas il avait peut-être les meilleures lines, mais le morceau Jay-Z il a le meilleur morceau. Il y a plein de gens qui ont dit ça. Après, je suis assez d'accord en termes de morceaux, parce que Kanye West, il a fait une prod incroyable. Mais, et la prod, par contre, de Nas sur Heather, elle est nulle. C'est surtout ça, c'est Ron Bros. Désolé, mon pote. Et, Nas, du coup, il a été déclaré, là, récemment, sur ces 2-3 dernières années, l'un des meilleurs rappeurs, mais l'un des pires mecs quand il s'agit de choisir les instrus. Il y a plein de gens qui disent ça, plein de gens qui sont d'accord. Et moi je trouve qu'au début de sa carrière c'était très bien choisi, et plus on avance dans le temps, et c'est vrai que il est choisi un peu plus mal, mais de mec il avait des lines quand même, il avait des lines sur Heather, c'était fou. Mais en tout cas voilà, ce beef il a été très important pour Nas, et pour moi il a relancé Nas là où il s'endormait. Donc voilà, très important ce mec là pour le Queens. On va voir aussi pour le topic qui est juste après. Je vous cache pas que je vais parler de Mobb Deep, qui vont être très importants aussi. Mais voilà, Nas, lyriciste. Moi, Driver, que vous avez entendu souvent dire du mal de Nas pour d'autres raisons, je vous le dis, très grand rappeur, mec très important dans le rap américain. Et pour le Queensbridge et pour ce son un peu mélancolique où on raconte les problèmes, voilà, il y a la forme, il y a le fond, et ils ont amené ça en France, notamment avec Mobb Deep et les prods d'Avoc, dont on va parler juste après. Donc vraiment, Nas, grosse influence sur même le rap français, le rap mondial, et voilà, et c'est un mec qui restera, qui fera toujours des concerts parce qu'il a des morceaux tellement importants. Maintenant, on va rester dans le Queensbridge et parler de Mobb Deep. Ce groupe que moi parfois, en tout cas à l'époque, je qualifiais d'un groupe de rap français. Pour moi, ils étaient français tellement le rap français de l'époque était influencé par Mobb Deep. Alors, Mobb Deep, c'est Prodigy, rest in peace, qui nous a quittés, et c'est Avoc. Et c'est deux mecs du Queens. Deux mecs qui sont très petite taille, au passage. Et c'est des mecs qui ont sorti un premier album qui s'appelait Juvenile Hell, et qui avait pas marché. Ils avaient pas le son d'aujourd'hui, le son de Mobb Deep, ils l'avaient pas encore. Je pense qu'ils cherchaient, ils étaient jeunes et tout ça. Et longtemps après, ils ont sorti un album mythique. Pour moi, c'est leur meilleur album. Alors, il y a des gens qui disent c'est Hell on Earth. Moi, pour moi, c'est Infamous.
incroyable album. Ça veut dire ça quand ça sort. Tout le monde est traumatisé en France. Tout le monde écoute ça. Et déjà l'ambiance du truc, Avoc, ses prods, c'est la folie. Prodigy, sa voix, sa façon de rapper, tout ça. Moi, on était tous sous le choc. Et moi, cette période-là, je vois souvent les X-Men, Cassidy, Hill et Ify à l'époque qui était avec eux. Et faut savoir que Hill, il est totalement bilingue, je rajouterais même trilingue. Il parle français, il parle anglais et il parle allemand. Tout ça couramment. Et je me rappelle d'une journée où, c'est simple, on s'était retrouvés dans une maison et il y avait que 2 albums avec nous. On avait le premier album de Blackstreet qui était du R&B et on avait cet album de Mobb Deep. Et il me traduisait tout. Ce jour-là, c'était magique. C'est-à-dire, moi, je parlais anglais, mais je parlais pas couramment comme un il. Je comprenais pas tout. En plus, avec les différents accents, il comprenait tout et il me traduisait tout. J'étais là. Oh. Et le morceau d'après, c'est quoi? Et on racontait. Et là, vraiment, j'ai capté une façon d'écrire qui était nouvelle et que Nas avait. Mais, si tu veux, Mobb Deep, c'était Nas en plus gangsta. Il racontait des trucs gangsta. Ça veut dire, ils étaient à la première personne, moi je fais ci, moi je fais ça. Là où Nas disait plus, dans le quartier, dans le ghetto, il y a des gens qui font ça. Eux, ils disaient, je fais ça. Et Nas était au-dessus au niveau de l'écriture, mais les images de Mobb Deep, comment c'est écrit, je pense à un morceau qui s'appelle Temperatures Rising, qui est sur cet album Famous. Moi, quand il m'a traduit le truc, comment c'était écrit, moi, j'entendais une chanson d'été, moi. Sauf que eux, c'était l'été à New York, mais dans le ghetto. Et te raconter les problèmes, les trafics de drogue, la parano des gens quand tu sors, tu regardes partout, mais en même temps il fait beau, t'as envie de faire un barbecue, t'as envie d'aller à la piscine, t'as envie de trucs, et tout ça en même temps, et la température augmente. Mais pas pour les mêmes raisons, c'est aussi une période où la police est là, ils sont là, ils ont envie d'attraper des mecs du ghetto, de leur faire du mal, tout ça. Donc vraiment, moi quand ils me traduisent tout ça, je me dis c'est ça qu'ils disent. Et dans cet album, il y avait carrément des interludes a cappella où les mecs rappaient et il me traduisait même les a cappella. J'étais mais même ça, qui pour moi était juste des interludes, c'était fou. Et puis il y a les classiques Shook Ones, qui est juste incroyable. Et en faisant Shook One, ça veut dire là, il représentait le ghetto de New York. Et un mec comme Puff Daddy avec Bad Boy, c'est un mec qui lui représentait le côté brillant, le côté bling bling de New York. Et à un moment, il sentait que ça pouvait les jouer des sales tours, qu'on allait le détester pour ça. Donc c'était important pour lui d'avoir un lien aussi avec l'image du ghetto. Et sur un morceau comme Survival of the Illest, c'est Illest ou Philest, je sais plus parce qu'il y a un DVD aussi comme ça. Bref, un des deux, vous m'aurez compris. Il tourne le clip et Puff Daddy, il apparaît dans le clip. Il brille pas, il est en baggy, Timberland, casquette. Il est là, il danse parce qu'il aime danser tout le temps, mais il apparaît à la fin du clip et c'est très important pour lui. C'est-à-dire Mobb Deep, il représente le rap ghetto de New York. C'est important qu'on me voit aussi avec eux. Et c'était vraiment ça l'image qu'ils avaient, c'était le côté sombre. Et ils étaient là, des basses. 2-3 notes de basse, juste qu'il faut pour rendre le morceau sombre, des violons, beaucoup de violons mélancoliques, et c'est ça qu'ils ont amené en France en fait. En France, les gens ils ont adoré ça, que ce soit Lunatic, ils avaient ça dans leur musique, un mec comme Cynic, il avait ça dans sa musique, même Diams, elle a eu ça dans sa musique. Il y avait énormément de gens, Bustaflex, il a eu ça dans sa musique. Oxmo Puccino, il a eu ça dans sa musique. C'est vraiment, pour ça je dis pour moi, Mobb Deep c'est des Français, c'est pas possible. C'est-à-dire, on entendait Mobb Deep dans la majorité du rap français de l'époque. Et vraiment, derrière, ils ont assuré en faisant l'album Hell on Earth. Infamous, ça a marché. Hell on Earth, ça a marché. Ils avaient vraiment un truc. Il y a Murder Music, ça a marché. Ils avaient vraiment créé un truc. Et moi, pourtant, moi, je suis un grand fan de West Coast. J'adore quand il y a du soleil dans la musique. Mais le côté sombre, quand c'est bien fait, tu peux pas non plus. Tu peux pas dire non. Et Mobb Deep, c'était vraiment ça. Et ouais, les prods d'Avoc, moi je le dirai jamais assez. Après il y a Alchemist qui s'est joint à Avoc dans leur pool de producteurs, qui a ramené aussi sa vibe et tout. Et quelle folie. Vraiment, moi Mobb Deep c'est quelque chose d'important à New York et même dans le rap français, comme je l'ai dit, une grosse influence.
Maintenant, j'aimerais qu'on aille dans un coin du Queens qui est très proche du Bridge. C'est un coin qui s'appelle Lefrak City Queens. Lefrak, ça s'écrit L-E-F-R-A-K. Et au bout d'un moment, là on est en plein dans la guerre entre les États-Unis et l'Irak. Ils ont rebaptisé Lefrak Irak. Et c'était l'Irak et voilà. Tellement c'était dur. Et il y a un mec très important pour cette partie-là, c'est un mec qui s'appelle Tragédie Kadhafi. Attention, faut savoir que dans le ghetto, beaucoup à New York, mais un peu partout aux États-Unis, dès qu'il y avait une guerre, il y avait des gens qui étaient en guerre contre les États-Unis. Souvent, eux, ils comprenaient que c'était des gens qui étaient en guerre avec le gouvernement américain, le système américain. Et dans le ghetto, ils sont anti-système. Donc, du coup, très souvent, ils étaient pour les autres. Donc, c'est ce qui fait que il y a des trucs comme Tragédie Kadhafi. Il y a comment il s'appelle il y a un truc Brooklyn Taliban. Il y avait il y avait les groupes Home, un groupe célèbre produit par DJ Premier qui avait rebaptisé leur quartier Brooklyn Taliban par rapport aux talibans, Ben Laden, tout ça. Corrupt, qui est lui rappeur West Coast, qui à un moment se faisait appeler The Young Oussama, le jeune Oussama, en référence à Ben Laden. Et il y a plein de choses comme ça. Tous les gens qui étaient un peu contre je suis en train de chercher il y a Saddam Hussein dans Outlaws. De toute façon, Outlaws, le groupe de Tupac, eux, ils avaient tous des noms de dictateurs. Il y avait Napoléon, il y avait Idi Amin, il y avait donc Fatal Hussein par rapport à Saddam Hussein, il y avait Yaki Kadhafi par rapport à Kadhafi, tout ça. Eux, le concept, c'était que des noms de dictateurs. Et donc, c'est fou. Donc voilà, c'est vraiment un truc propre au rap américain de toujours aller choisir. Donc voilà, eux, c'était l'Irak. Les Lefrak City Queens, c'était l'Irak. Et ce Tragédie Kadhafi, lui, il est du Queensbridge à la base. C'était un rappeur du Juice Crew. C'était le plus jeune rappeur du Juice Crew à l'époque. Et lui, il était très hardcore. Il avait monté un groupe qui s'appelait Intelligent Hoodlum, la racaille intelligente. Et vraiment, c'est vraiment un mec, les gens le craignent. C'est vraiment une Kaira. Et ce mec-là, en fait, il découvre Capone et Noriega, qui sont des Kaira, qui se rencontrent naturellement en prison. Capone et Noriega se sont rencontrés en prison. Et ils se sont dit, je t'aime bien, toi, tu rappes, je rappe et tout. Quand on sort, si on sort à un moment, ce serait bien qu'on fasse un groupe ensemble. Ok. Donc ils le font. Et en fait, c'est Tragédie qui les produit, qui les parraine. Et il leur trouve un deal sur un petit label qui s'appelle Penalty Records. C'est vraiment un petit label indépendant. Et ils sortent un album qui s'appelle War Report. Donc il reste vraiment dans le concept de l'Irak, donc reporter de guerre. Ils sont habillés tout en militaire, mais devant les tours de Lefrak City Queens, tout ça, vraiment, c'est le ghetto, mais c'est la guerre dans le ghetto. Bref, ils ont vraiment tout ce truc-là. Et Noriega, il s'appelle déjà Noriega par rapport au général Noriega, qui était président du Panama et qui était tristement connu comme étant le mec qui aidait des trafiquants de drogue comme Pablo Escobar à blanchir l'argent. Parce qu'il faisait énormément de cash, de l'espèce. Pablo Escobar, il faisait de l'espèce, en fait. Et il avait des pièces remplies de billets, il savait pas quoi en faire. Et personne voulait accepter ces billets-là dans les banques, ils savaient tous, c'est l'argent de la drogue. Et il y a que ce général Noriega qui se dit, moi, vous êtes bienvenus au Panama. Ramenez votre argent, bien sûr, on va travailler aussi avec, mais en tout cas, vous aurez des banques et tout ça, machin. Donc il est connu pour ça, c'est un gangster. Il me semble, si je dis pas de conneries, donc à un moment, il était recherché, il y a eu un mandat d'arrêt pour ce mec-là, et il a été arrêté dans les années 2000 en France, dans un aéroport, je sais plus, c'est à Orly ou Roissy, en France. Il me semble, il faudrait que je revérifie, mais il a été arrêté en France, donc voilà, c'est complètement fou. En tout cas, voilà, lui s'appelle Noriega pour ça. Capone, on sait tous pour qui, Al Capone, donc voilà, c'est des KRA, ils sont fascinés par tout ce qui est le gangstérisme et tout, et ils nous sortent un album de KRA de New York, incroyable, avec ce fameux premier single qui s'appelle Tony, T-O-N-Y, T-O-N-Y, qui veut dire le top of New York. Incroyable morceau, avec justement Tragédie Kadhafi en featuring dessus. Et alors, je vous parlais de Mobb Deep et de l'influence qu'ils ont eu en France. L'instru de ce morceau-là, quand c'est sorti, tout le rap français a rappé dessus. Freestyle, c'était que ça. C'était que ça. Moi, je me rappelle, moi, avoir présenté
Francopholies de La Rochelle. J'avais rappé à la fin de mon set, je devais annoncer un groupe qui allait devenir légendaire, qui s'était formé pendant ce séjour à La Rochelle. Hein. En fait, c'était 3 mecs qui appartenaient à 3 groupes différents qui se sont réunis pour faire un groupe. Là, fallait monter sur scène à La Rochelle. Ils étaient de la même ville. Ils se sont dit, vas-y, venez, on monte tous ensemble et tout. Et moi, je devais présenter ces mecs-là. Et moi, je les connaissais, les mecs, et je vais les voir. Bon, j'annonce quoi comme groupe? C'est quoi le nom? Et ils me disent, Sniper. Driver est partout, les gars, sachez-le. Je suis le premier mec à avoir annoncé Sniper publiquement. Donc je dis, faites du bruit pour un groupe qui va arriver là. Les mecs, ils vont tout péter. Sniper! Les gens font du bruit. Et bien sûr, l'instru derrière, Capone et Noriega, T.O.N.Y. Et les mecs, ils ont tout brûlé dessus. C'était le truc. Tout le monde rappait, tout le rap français rappait dessus. Et c'était fou. Donc voilà, ils sortent cet album qui a un succès, qui a un carton. Malheureusement, comme j'ai dit, c'est des KRA. Capone retourne en prison. Alors une sombre histoire de port d'armes ou je sais pas quoi il a tiré. C'est un mec qui adore les armes, qui a plein d'armes. Pour la petite anecdote, Vibe Magazine, qui est un gros magazine de l'époque avec The Source et XXL, il décide de faire un truc sur Capone avant qu'il aille en prison, sur Capone et Noriega. Et donc ils ont rendez-vous chez Capone. Et quand il rentre chez Capone, le journaliste, Capone, il voit qu'il y a des armes partout et Capone il est en train de montrer ses armes, il les nettoie, tout ça machin. Et en fait le journaliste il est en totale panique. Et lui il voit ça, il dit mais t'as l'air d'avoir peur, je vais pas te tirer dessus et tout. Il dit ouais mais qu'est-ce que tu fais avec toutes ces armes et tout machin et tout. Et lui naïvement, il dit, mais je sais pas, t'es Vibe Magazine, vous avez interviewé plein de rappeurs. Oui. Mais tous les rappeurs, ils ont des armes, non? T'as dû en voir plein. Et c'est là que le mec de Vibe dit, non, tous les rappeurs parlent d'armes. Mais quand on les voit, ils en ont pas. T'es le premier que je vois avec tout un arsenal, tout ça. Et c'est là qu'ils se disaient, ah, les rappeurs, ils mentent. Tout naïvement. Tu sais, lui, il sort de tôle, il sait pas, il entend des trucs, il croit que tout ce que disent les rappeurs, c'est des trucs vrais. Et c'est là il y a plein de mecs qui mentent, en fait, c'est pas des vrais. Eh ben, bienvenue dans la vérité, dans la réalité. Moi, c'est vrai. Donc voilà, c'est un mec qui avait vraiment un rapport avec les armes incroyable, un peu comme sur la West Coast, un mec comme Cibo, qui est rempli d'armes et tout, voilà. Bref, en tout cas, Capone va en prison, donc ils peuvent pas enchaîner un deuxième album. Du coup, ce label Penalty propose à Capone de faire, à Noriega de faire un album solo, en disant de toute façon, les gens t'aiment beaucoup et tout. Et c'est là qu'il fait ce fameux album dans lequel il y a le morceau Super Tug dont on a parlé dimanche dernier avec Hubert, parce que c'était la première vraie prod de Neptune qui les a propulsés à un autre niveau. Donc Noriega sort des solos, Capone est toujours en prison, donc il sort un deuxième solo, tout ça, il y a toujours Neptune dans le coin. Il arrive à faire des hits et tout, jusqu'à ce fameux troisième album solo, il y a Nothing, produit par Neptune, où alors là, Noriega, ça devient un truc incroyable, c'est vraiment une star. Et du coup, Capone sortira. Il sortira un deuxième album, tristement célèbre, parce qu'il y a un morceau de Mobb Deep sur lequel ils invitent Lil Kim. Lil Kim attaque Foxy Brown dessus. Du coup, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à Foxy Brown, on t'invite sur un morceau qui s'appelle Bang Bang. Tu peux répondre à Lil Kim, ce qu'elle fait. Du coup, l'équipe de Lil Kim et Lil Kim entendent le morceau, ils sont vénères. Un jour, ils mettent la radio, ils entendent que Capone et Noriega sont à la radio. Je crois que c'était sur Hot 97 ou Power 105, une des deux radios. Et du coup, l'équipe de Lil Kim, avec Lil Kim, décide d'aller là-bas pour régler leurs histoires, en espérant que Foxy y soit. Et ça part en vrille et il y a des coups de feu. L'équipe de Lil Kim tire. Il y a des coups de feu. C'est toujours comme ça. Il y a eu la même histoire entre 50 et The Game. Il y a eu des coups de feu et tout. Et ils tirent et cette histoire va très loin parce que Lil Kim termine en prison. À un moment de sa carrière où elle aurait dû être là parce qu'elle sortait un album magnifique qu'elle n'a pas pu défendre. Mais en fait, elle est pas tombée parce qu'elle a tiré, mais parce que elle a déclaré, quand ils ont sorti les vidéos, ne pas reconnaître les gens qui étaient sur la vidéo. Sauf que Lil Sis l'a fait un qui était là aussi, il a fait un témoignage un peu contraire. Donc ils ont pu prouver qu'elle mentait. Donc elle est tombée pour parjure. Elle a fait au moins 2 ou 3 ans, un truc comme ça énorme. Et il y a des gens qui ont plaidé 5e amendement, il y a des trucs. Vraiment, c'est parti en vrille du côté de l'équipe de Lil Kim. De tous les côtés, il y a des gens qui se parlaient plus. Lil Kim et Lil Sis, il me semble que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas fait la paix. Donc voilà, c'est vraiment parti en vrille. C'est pour ça que cet album de Capone et Noriega est tristement célèbre. Par contre, Capone, Noriega, ils ont fait la paix avec Lil Sis
Et on les a vus ensemble sur le fameux podcast de Noreaga que j'adore, Doing Champs, où ils ont invité Lil Cease, et justement ils racontaient les histoires dans les détails. Mais voilà, ce deuxième album de Capone et Noreaga, le groupe, il était beaucoup moins bien, et surtout il est célèbre pour de mauvaises raisons. En tout cas, voilà. Le Flag City Queens sur la carte. Il y a aussi un mec comme Akinyele qui vient de ce quartier-là, mais on parlera de lui en fin d'émission. En tout cas, Capone et Noreaga, c'était un peu les deuxièmes Mobb Deep. Et on a attendu qu'ils fassent un morceau ensemble, et finalement ce morceau est arrivé quand il fallait répondre au morceau New York, New York de Dogg Pound, qui parlait mal de New York. Eux, ils ont répondu avec LA, Tragédie Kadhafi, Capone et Noreaga, Mobb Deep, tous ensemble. Et très belle réponse, très beau morceau, et voilà. On aurait voulu les voir plus souvent ensemble, Capone et Noreaga et Mobb Deep. Pour moi, ils avaient vraiment un lien très fort musicalement. Maintenant, on va aller dans un quartier, un coin du Queens, très dur, qui s'appelle Jamaica Queens. Dès que je dis ça, normalement, vous devinez de qui je vais parler, de 50 Cent et le G-Unit. Alors, Jamaica Queens, voilà, comme le nom l'indique, hein, c'est beaucoup de Jamaïcains, beaucoup de Caraïbéens. Et pour avoir discuté avec des gens de New York, ils me disaient, tu sais, Driver, les gens les plus durs ici, dans le ghetto, c'est les Caraïbéens. Je dis, ah bon, c'est-à-dire? Il me dit que ce soit la Caraïbe latine ou la Caraïbe noire, ces mecs-là, ils sont pas comme les autres dans le ghetto. Je dis, mais raconte. Il me dit, c'est les Dominicains, les Portoricains, les Haïtiens, les Jamaïcains, les gens de Trinidad et Tobago. C'est des gens, quand ils règlent leurs histoires, ils veulent vraiment faire mal. Je dis, mais de quoi tu me parles? Raconte. Il me dit, tu sais, les Noirs, issus de l'esclavage, ceux qui sont venus directement aux États-Unis, les descendants de ces gens-là, ceux qui n'ont pas été replacés en Caraïbes. C'est des gens, quand ils ont des problèmes, ils sortent leurs flingues et ils tirent, ils s'en vont. Il me dit, les Caraïbéens, ils aiment bien te découper. Ils ont des machettes. Ils aiment bien envoyer un signal fort à leurs ennemis. Envoyer une main, une tête, tout ça. Je dis, oh, c'est bon, j'ai compris. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire attention aux réactions des Caraïbéens dans le rap. Et c'est vrai que c'est pas les mêmes réactions. C'est des mecs qui sont un peu fous. Je pense à un mec comme Tony Yayo, dans G-Unit. Il s'énerve pas comme les autres. Il est complètement fou. Il fait des trucs démesurés. Il gifle des enfants, tout ça. C'est un ouf. Et lui, c'est un Haïtien, pour la petite histoire. Et les Jamaïcains, tout ça, ils sont vraiment dans des trucs... voilà, quoi. Et Jamaica Queens, c'est tout ça synthétisé dans le même quartier. C'est complètement fou. Donc, il y a, par exemple, pour la petite histoire, il y a les Lost Boys qui viennent de là. On parlera de Lost Boys en fin d'émission. Voilà, ils ont un destin incroyable. J'en parlerai en fin d'émission, mais parce qu'ils viennent de Jamaica Queens, c'est très dur. Et ce mec, 50 Cent, il vient de là, total néant. Ça veut dire sa mère qui est morte alors qu'il était tout jeune. Elle vendait de la drogue. Finalement, lui, plus tard, il vend de la drogue. Il y a la Supreme Team dont on a déjà parlé ici il y a 2 semaines et même avant en parlant de Murder Inc. La Supreme Team, c'est un mec qui s'appelle Kenneth McGruff et qu'on appelle Supreme et qui a toute son équipe de vendeurs de drogue. C'est eux qui contrôlent New York à ce moment-là et notamment Jamaica Queens et Hollis Queens d'où ils viennent. Faut savoir que Hollis Queens et Jamaica Queens c'est collé. Maintenant Hollis Queens c'est un peu plus middle class, c'est des gens qui ont un peu plus d'argent. Jamaica Queens c'était totalement pauvre. Donc voilà, il faut savoir qu'un mec comme 50 Cent qui était un petit dealer de quartier, lui ça lui arrivait d'aller à Hollis Queens, frapper des dealers de là-bas, leur prendre leur drogue et lui d'aller la revendre là-bas à Jamaica Queens. Il était connu pour ça. 50 Cent c'est un mec qui aime beaucoup la boxe, un grand fan de Mike Tyson et il était connu pour mettre des gens KO dans la rue. C'est pas pour rien s'il est musclé comme ça, c'est vraiment il s'est toujours pris pour un boxeur et tout ça. Donc voilà. Mais déjà on voit ce lien entre Jamaica Queens et Hollis Queens. Lui il est drug dealer de Jamaica Queens et il s'en va des fois voler de la drogue aux dealers de Hollis Queens. Et Hollis Queens c'est le quartier de Ja Rule. Je dis ça, je dis rien. On voit déjà le lien. Donc
C'est un mec qui se fait en vendant un peu de drogue, mais en même temps qui a un talent pour le rap. Et voilà, à un moment donné, il a un deal, il est repéré par Jam Master Jay, le DJ de Run DMC dont on a parlé en début d'émission, donc mec du Queens, et qui signe 50 Cent à une période où 50 Cent a beaucoup d'embrouilles dans la rue, notamment avec la Supreme Team et tout ça, et beaucoup de gens ne veulent pas le signer parce qu'ils ont peur de la Supreme Team. Et Jam Master Jay, lui, signe 50. Alors, il y a des rumeurs, Jam Master Jay a été salement abattu. Il y a des rumeurs qui disent que ça aurait un lien avec ça. On lui aurait toujours reproché d'avoir signé 50 Cent. Il y a des gens qui disent que ça n'a rien à voir. Faut savoir que Jam Master Jay n'était pas un gangster. C'était vraiment un mec, un DJ dévoué Run DMC. Run DMC, c'était une grosse industrie. Ça marchait, donc il avait pas le temps de faire le gangster dans la rue. C'était vraiment un mec de musique. Il avait un studio dans le Queens. Il a signé Onyx, tout ça. Il faisait vraiment, il avait Black Child à l'époque qui allait finir chez Murder Inc. et dont 50 Cent. Donc il y a des gens qui disent qu'il se pourrait que ce soit lié au fait qu'il ait signé 50. On sait pas jusqu'à maintenant, on sait pas pourquoi il est mort. Mais voilà, en tout cas, dans quel état d'esprit est 50 Cent? 50 Cent à un moment, donc il est plus avec Jam Master Jay meurt et tout ça. Il signe via les Trackmasters qui sont les gros producteurs de l'époque mainstream. Je vous parlais tout à l'heure de If I Rule the World de Nas. C'est eux qui ont fait ça. Ils ont fait Foxy Brown, Get Me Home. Ils sont sur énormément de tubes. Et ils signent 50 Cent chez Columbia via le label de Trackmasters et ils reçoivent une toute petite avance en fait. Et l'album ne sortira pas ou plus tard en bootleg et tout. Et la toute petite avance, on lui dit mais qu'est-ce que t'as fait avec cet argent? Il dit j'ai racheté de la drogue et je suis allé la vendre. Donc il retourne dans la rue et là-dedans et finalement arrive, bon je vais pas vous faire toute l'histoire de 50 Cent, de toute façon il y a déjà eu une spéciale G-Unit ici, mais arrive l'histoire des coups de feu, il se fait tirer dessus et sa rééducation et finalement il rappera plus jamais pareil. Il a un beef avec Ja Rule et Murder Inc qui sont entre guillemets sponsorisés par le Supreme Team. Lui il en veut la Supreme Team, il pense que sa mère est morte par rapport à la Supreme Team. Les coups de feu qu'il reçoit c'est la Supreme Team, ça il le sait. Donc voilà, il les déteste et pour eux Murder Inc il représente la Supreme Team, donc il part en guerre contre eux. En partant en guerre contre eux, il prend un buzz énorme, il signe chez Eminem, il signe chez Dr. Dre, il règne sur les mixtapes avec les G-Unit à New York. C'est eux qui arrosent le truc. En parallèle, il y a le Dipset, mais vraiment G-Unit, c'est eux qui cartonnent tout. Une de ces mixtapes arrive aux oreilles d'Eminem. Eminem signe 50 avec Dre, qui aussi rentre dans l'histoire. On connaît l'histoire, Get Rich or Die Train. Succès énorme, le mec change le game du rap américain, il devient une influence pour beaucoup de jeunes rappeurs qui le citent aujourd'hui, et voilà, 50 Cent c'est une histoire énorme qui part du chaos. Jamaica Queen c'est le chaos, et aujourd'hui c'est une superstar, même si aujourd'hui il est moins sur la musique et plus sur Instagram en train de se moquer des gens. Il est quand même producteur et acteur dans une série à succès énorme qui s'appelle Power. Si vous l'avez pas vu, allez voir, c'est énorme, c'est magnifique, c'est une de mes séries préférées en ce moment. Donc voilà, 50 Cent c'est un mec qui fait beaucoup d'argent même s'il se déclare en banqueroute pour pas payer la femme de ses enfants. Voilà, il est blindé et c'est un mec qui a su gérer son business, hein, on l'a déjà dit dans la spéciale G-Unit. Il a touché à tout, des livres, des films, des concerts, des machins, il a tout fait. Donc voilà, très important, et c'est un mec du Queens. Et maintenant, on va parler d'un groupe légendaire. C'était pas une chronologie cette émission, hein. Voilà, parce que là, le groupe là, il est sorti bien avant 50 Cent, mais c'est un groupe légendaire, c'est un groupe. Bref, A Tribe Called Quest. C'est le Queens aussi. C'est Q-Tip, c'est Five Dog, rest in peace, et c'est Ali Shaheed Mohammed. C'est un groupe qui faisait partie d'un crew qu'on appelait la Native Tongue avec Jungle Brothers, avec comment ça s'appelle, De La Soul, et après il y a eu des électrons qui ont été rajoutés, des moments où on dit que The Roots en fait partie, Common et tout ça, voilà. Mais la base c'était Jungle Brothers, De La Soul, Tribe Called Quest et Money Love, Queen Latifah qui venait de temps en temps aussi. En tout cas, cette Native Tongue, Tribe Called Quest, c'est des gens qui représentaient ce qu'on appelle le rap cool, le rap gentil, le rap, mais ils avaient un côté afrocentrique aussi, ils avaient le côté on balance des messages, tout ça, mais eux c'était vraiment les gentils du truc. Et au final, ils ont duré longtemps. Les gens pensaient que c'était un truc comme ça, cool, qu'on écoutait sur le côté, mais en fait non, Tribe Called Quest c'est très 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 fort, très intéressant, et surtout c'est des mecs qui rigolent pas avec les concerts.
si vous avez pas eu la chance de voir Tribe Called Quest ou alors même Q-Tip en solo sur scène, vous avez loupé quelque chose. Une énergie dingue, surtout qui contraste avec la cool attitude qu'il y a sur les albums en fait. Quand tu écoutes les albums, c'est très cool, c'est très calme et tout. Quand les mecs sont sur scène, surtout Q-Tip, il est complètement fou. Et c'est dingue. Et vraiment moi, ce que j'ai adoré, c'est quand ils ont commencé à se lier comme ça. Il y a l'amitié bien sûr, mais en plus artistiquement avec Leader of the New School, qui est le groupe de Busta Rhymes. Là, ça devenait la folie. Il y a le morceau classique de Scenario, où alors là, il y a une énergie dingue et Busta Rhymes est complètement fou. On comprend que Busta Rhymes va faire des solos dès ce moment-là. Il est plus fou que les autres. Mais voilà, il faut savoir que Busta Rhymes et Q-Tip, c'est une amitié qui date de cette époque-là et qui continue encore aujourd'hui. Les mecs, quand ils se retrouvent ensemble, c'est magique. Et Q-Tip, c'est un mec qui est la star du groupe. Et en plus, il est beatmaker aussi. Et tout à l'heure, je parlais de Illmatic, de Nas, où il avait pris des beatmakers un peu partout. Il y a Q-Tip dedans qui fait le morceau One Love. Morceau qui est juste incroyable. C'est Q-Tip qui l'a fait. Il avait un pool de producteurs qui s'appelait The Yuma. Et dans lequel il y avait Jay Dilla, le fameux Jay Dilla. À un moment, il travaillait dans ce pool-là aussi. Jay Dilla, qui est un mec de Détroit, lui, qui nous a quittés aussi, qu'il repose en paix. Mais voilà, c'est vraiment Tribe Called Quest, c'est un truc très très important dans l'histoire du rap. Là, avec la mort de Five Dog, ils ont sorti un album quand même dernièrement. L'album a plutôt pas mal fonctionné, alors qu'on est 2017, tout ça. On aurait pu dire bon, ça y est, c'est fini, c'est les anciens. Ça s'est plutôt bien passé. Énormément de concerts, comme je disais, et Q-Tip. Five Dog, c'était cool, hein. Mais Q-Tip, c'était vraiment le fer de lance, c'était vraiment le playboy. C'était le mec comme ça, hein, juste dans son palmarès, il est sorti avec Mariah Carey. C'est un mec qui s'est retrouvé à faire du cinéma. Il est dans Poetic Justice, le film avec Tupac et Janet Jackson, si je me trompe pas. Même si il fait une brève apparition, enfin son rôle est moins important que Tupac. Mais voilà, bah ouais, il se fait tuer. Bref, j'allais vous spoiler le film. Et voilà, Q-Tip, c'est un mec qui finalement fait des solos parce que le groupe se sépare. Ils se prennent la tête. Il y avait un super documentaire comme ça où on les voyait en train de préparer un concert. Je me rappelle plus du nom de documentaire, mais c'était un truc sur Tribe Called Quest. On les voyait en train de préparer un concert et tout. Et on voyait quand même que Five Dog et Q-Tip étaient totalement en froid. Ils se prenaient la tête, ils s'embrouillaient. Quand l'un parlait de l'autre, l'autre il se la raconte trop, il veut trop tirer la couverture vers lui. Ouais, l'autre il est trop comme ci, trop comme ça. Après des rumeurs, des bruits de couloir, il paraît que Q-Tip il a pas un caractère facile. C'est un mec, voilà. Mais en tout cas, il se sépare et il part sur des solos, notamment son premier album solo que j'ai vraiment apprécié, où il y avait Breathe and Stop, où il y avait Let's Ride, où il y avait, comment il s'appelait ce morceau, Special Girl, Really Good Girl, Vibrant Things. Voilà, le morceau. Il a eu des gros singles, cet album, c'est un carton. Après, il a sorti d'autres albums après qui étaient un peu plus confidentiels parce qu'il y avait moins de hits et surtout je crois que ça sortait sur des labels un peu moins puissants que le premier qui était chez Arista, BMG, tout ça. Mais en tout cas, grande carrière Tribe Called Quest, des albums classiques. De toute façon, on va écouter de la musique juste après. Et vraiment, rest in peace Five Dog. Et bon, aujourd'hui, ils ont ralenti, c'est normal, mais la rumeur dit que c'est même pas qu'une rumeur. Q-Tip sera en train de travailler sur une grosse série sur l'histoire du hip-hop. Et le coproducteur, celui qui va coproduire avec lui, n'est autre que Leonardo DiCaprio. Il est comme ça, Q-Tip. Il connaît tout le monde. Donc voilà, DiCaprio, grand fan de hip-hop, hein, on voit comme ça, on n'imagine pas. Il écarte les bras dans le Titanic, mais il aime le hip-hop. Et voilà. En tout cas, Tribe Called Quest, je peux pas vous faire ça comme ça en 2 minutes. Il faudrait une émission spéciale. Et en plus, il faudrait que j'invite le Captain Nemo, qui est un grand fan de Tribe Called Quest. Donc voilà, mais c'était vraiment pour préciser que ce groupe mythique, légendaire, vient aussi du Queens. Voilà, pour qu'on se rende compte de toute la diversité qu'il y a dans ce quartier de New York. Maintenant, voilà, pour terminer l'émission, j'aimerais vraiment dire que le Queens, c'est comme une ville. En matière de rap, vu la diversité, on peut passer de LL Cool J à Mobb Deep dans le même coin, alors qu'en général les gens ils aiment bien quand il y a un son pour un quartier, tout ça. Et en fait non,
le Queensbridge, qui est vraiment une partie du Queens, avait vraiment un son. Mais sinon, le Queens, c'est très large. Et ça va dans beaucoup de sens. Et surtout, ça a eu une influence monstre sur le rap américain. Et ce qui est marrant, c'est que au moment où BDP avec KRS-One clash et termine MC Shan, en gros, c'est le Bronx contre le Queens. Et il termine le Queens aussi à ce moment-là. Et on pense que le Queens va pas se relever. Et c'est Nas qui relève le Queens. Et plus tard, il y a une interview de 50 Cent. On va le voir en lui disant, mais tu te rappelles de l'époque où KRS-One et MC Shan se sont clashés et tout? Il dit, je m'en rappelle très bien, et je me rappelle surtout qu'il disait que le Queens c'est de la merde et c'est fini. Ils le font mal, le Queens they faking it, ils le font comme des faux, ils sont faux. Et il disait, c'était dur pour nous, mais le morceau de BDP était tellement bien, il dit, je l'écoutais, alors qu'il parlait mal de notre quartier, mais je l'écoutais quand même, et voilà, et ça c'est fou. Et ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, le Bronx, ils sont beaucoup plus en retrait. C'est très dur pour le Bronx. Ça veut dire là, l'artiste du Bronx, bon, c'est Cardi B, hein, clairement, aujourd'hui. Mais elle vient d'arriver. Son succès, là, il est récent. Mais avant Cardi B, c'était French Montana, quoi. Et quand on cherche derrière, faut aller chercher Fat Joe et tout ça. C'est dur pour le Bronx aujourd'hui, alors que c'est eux qui ont donné naissance au rap. Et le Queens, c'était super cool pendant toutes ces années. À partir du moment où Nas revient, ils envoient le nouveau Queens et tout ça, et ça se passe super bien. 50 Cent et tout ça, tous les gens dont on a parlé pendant l'émission. Et c'est fou, le Queens aurait pu mourir après MC Shan, et en fait, c'est pour ça que je dis Nas, c'est très important. Nas, il a renouveler le Queens et la relancer ce quartier, et aujourd'hui on voit que c'est vraiment, ils ont beaucoup de superstars dedans, et voilà, c'est grosse influence sur le rap américain, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour certains artistes, même sur le rap français, voire le rap mondial. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de certains artistes qui sont du Queens et dont qu'on n'a pas pu jouer, parce que bien sûr il y a énormément d'artistes dans le Queens, et il y a des gens bien sûr que j'ai pas joué, mais j'ai essayé de mettre quand même des gens. Il y a Ja Rule, comme je disais, Hollis Queens, le fameux quartier de Run DMC, LL Cool J. Donc c'est normal en fait, quand t'es jeune comme Ja Rule par rapport au Run DMC, d'avoir envie de rapper. Il y a des grosses stars qui sortent de ton quartier et tu te dis, putain, les mecs ils viennent de là. Comme moi, non, il faut que j'y aille. Et Ja Rule, voilà, son histoire, malheureusement, elle est très liée aussi au G-Unit. Mais avant le clash avec 50 Cent, il a vendu énormément de disques. Murder Inc, c'est un label qui a eu beaucoup de succès. On a déjà fait une spéciale Murder Inc. Je vous invite à aller l'écouter sur Deezer ou Spotify. Elle est trouvable. Donc on va écouter du Ja Rule. On va écouter un mec qui s'appelle Cormega, qui pour moi est un talent gâché du Queens. Ça veut dire c'était vraiment la suite logique de Nas et Mobb Deep. Il était vraiment dans la même veine. Ce rap un peu mélancolique, ce mec lyriciste, un mec qui raconte le ghetto avec beaucoup d'images. Et en fait, lui, à un moment, il signe chez Def Jam, et l'album, il est constamment repoussé, parce que Def Jam, ils ont besoin d'un hit, en fait. Ils n'arrivent pas à l'avoir. Cormega, c'est vraiment un mec qui rappe dur et qui sait pas faire les hits, parce qu'il a juste besoin de rapper la rue et tout ça. Et quand t'es chez Def Jam, ils attendent ça. Et donc, finalement, ils lui rendent son contrat, et il va faire sa carrière en indépendant avec de très bons disques, mais sans hit, sans tube. Et moi, je pense qu'il aurait pu être un Nas ou un Mobb Deep. Il aurait pu trouver une formule pour avoir des hits tout en gardant son truc ghetto, là où Mobb Deep et Nas, ils ont réussi à le faire. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est un talent gâché. Mais je vous invite à aller écouter ces albums qui sont vraiment bien. Et si vous n'avez rien à foutre d'avoir un tube, il y a ce qu'il faut dans ces albums. Cormega, très grand rappeur. Et un groupe qui me tient vraiment à cœur, les Lost Boys, j'en ai parlé vaguement parce qu'ils sont de Jamaica Queens quand je parlais de 50 Cent. C'est un groupe maudit, parce qu'ils viennent, comme je disais, avec 50, ils viennent du chaos qu'est Jamaica Queens. C'est le groupe de Mr. Chicks, Freakita, Pretty Lou, Speak Nice. Il faut savoir déjà que eux, c'est des Jamaïcains, hein. Contrairement à 50 Cent qui est de Jamaica Queens mais qui est pas jamaïcain, eux ils sont de Jamaica Queens et ils sont vraiment jamaïcains. Donc avec tout ce que ça implique, de ce dont je parlais tout à l'heure. Et ils ont eu du succès, notamment avec un album qui s'appelle Legal Drug Money, je crois. Et malheureusement, il y a un des membres du groupe, Freakita, qui s'est fait assassiner. C'est la vie de Jamaica Queens.
plus tard, il y a un autre membre du groupe. Alors, je sais plus si c'est Speak Nice ou Pretty Lou, mais il y en a un qui lui a fait un braquage et qui a pris une peine incroyable comme on en donne qu'aux États-Unis. Après, il me semble qu'ils ont peut-être tué quelqu'un pendant ce braquage et tout. Donc voilà, Mr. Chicks, il était là, il voulait rester à Jamaica Queens. 50 Cent, à un moment, voulait signer Mr. Chicks, qui est le rappeur principal du groupe Lost Boys. Mais il a refusé et surtout il est parti vivre à Miami à un moment parce que c'était invivable New York pour eux, et ils avaient des embrouilles, des histoires, et faut savoir qu'il y a une grosse communauté jamaïcaine aussi à Miami, parce que Miami c'est un peu la Caraïbe aussi, et même si c'est collé au continent américain, c'est juste en face de toutes les îles caribéennes. Donc quand t'es jamaïcain, tu te sens très bien à Miami aussi, comme les Cubains, comme les Portoricains, tous les Haïtiens, tous les Caribéens, quoi. Donc voilà, c'est dans ce sens-là où je dis c'est un groupe un peu maudit, mais c'est un groupe qui a été très important. Leur premier album était un succès incroyable. Donc voilà. Et j'aimerais qu'on parle aussi de Akinyele. Akinyele qui vient de Lefrak City Queens comme Capone et Noriega. Et lui, c'est un mec qui a un rappeur, bon, qui a une grosse voix comme ça, qui est énervé, mais qui a un rappeur qui a une folle énergie, qui a même de la technique, mais lui, il a décidé de dédier son rap au porno. Il a fait ce qu'on appelle du porno rap. Et il a réussi à faire un hit énorme aux États-Unis, mais qui a pas de clip. Parce que le morceau c'était trop en fait. Je pense qu'il savait pas comment faire le clip. Le morceau s'appelle Pull It in Your Mouth. Prends ça dans ta bouche. Ou voilà, clairement, c'est explicite, on sait de quoi il parle. Mais il est connu aussi pour ses jeux de scène. Et je sais que il était venu avec sur scène avec à l'époque où il chantait donc ce morceau Pull It in Your Mouth, une ceinture God Miché, où à la place d'avoir le membre, le sexe masculin, il a mis une banane, une vraie banane, et il a fait manger une fille cette banane sur scène. Ça avait fait un buzz énorme à l'époque. Il n'y avait pas internet, tout ça à l'époque où il a fait ça. Je pense qu'aujourd'hui ce serait partout sur le net et tout ça. Mais voilà, c'était la folie de ce mec-là. Il était complètement dingue. Et moi, le personnage m'a toujours fait rire. C'est un mec qui se prend vraiment pas au sérieux. À un moment, il se prenait pour Larry Flint ou pour Hugh Hefner, tous ces mecs qui avaient des rapports avec Playboy ou Hustler, toutes ces sociétés autour du porno et du charme et tout ça. Donc il était vraiment, voilà, ce genre de mec, il arrivait sur scène en peignoir, le même genre de peignoir en soie que Hugh Hefner, Rest in Peace, tout ça. Voilà. Et c'est un mec moi que je trouve qui était bon rappeur. C'était important de le mettre aussi parce que c'est un mec du Queens. Même s'il traînait beaucoup à Brooklyn, à un moment on le voyait beaucoup avec l'équipe de Rockefeller.